Nous avons vu que la chaleur prenait plusieurs formes, comme le travail mécanique, ou bien la variation d'énergie interne d'un système, et c'est le sens même du premier principe, particulièrement dans les systèmes fermés. En d'autres termes, le premier principe permet de comprendre le sens physique des différentes formes d'énergie et leur conversion d'une forme en une autre. Nous prenons le cas de l'enthalpie des liquides, c'est-à-dire dans cette analyse, on considère que dans la transformation, le corps doit rester liquide et on n'est pas dans une transition liquide-vapeur. Donc, si on rappelle la formule de l'enthalpie, qui égale l'énergie interne plus le produit pression-volume, et on a donc pour une différentielle, bien une différence d'un état, une différence d'enthalpie, on fait intervenir l'opérateur, et on obtient un delta U plus un delta produit PV. Comme les liquides sont incompressibles, donc on peut négliger la variation des volumes, et on obtient que pour la variation du produit pression-volume est égale au volume multiplié par la différence de pression. Pour un liquide, on sait que l'énergie interne, bien, il y a la variation d'énergie interne. On va corriger, la variation d'énergie interne égale à la masse multipliée par la chaleur massique multipliée par la différence de température. Et on sait que pour la chaleur massique, Cp égale Cv. Alors on déduit pour un liquide que la différence d'enthalpie, c'est la somme de deux termes. Le premier, c'est la variation de l'enthalpie en fonction de la température et la variation de l'enthalpie en fonction de la pression. Alors, contrairement au gaz, on a vu que les gaz, la variation d'enthalpie des gaz, elle varie seulement en fonction de la température et on écrit Cp. Pour les liquides, il y a ce terme qui se rajoute, donc pour la variation de la pression. Et comme pour un liquide, voilà, on avait dit que Cp égale Cv égale C, donc on obtient cette formule, la variation d'enthalpie égale mCp delta T plus V delta P. Pour rappel, par exemple, pour l'eau, on a la chaleur spécifique de l'eau liquide égale approximativement à 4180 joules par kilogramme, bien 4,18 kJ par kilogramme, équivalent à une calorie par gramme par Kelvin. Maintenant, si on fait une expérience, on fait chauffer un liquide à une pression constante, supposons que c'est une pression atmosphérique. Là, la pression exercée sur les liquides, elle est constante. C'est la pression atmosphérique. Donc on fait un chauffage en fournissant une quantité de chaleur au liquide se trouvant ici. Donc pour une transformation isobare, on considère que la pression constante pour un système ouvert. Donc on obtient le premier terme. Donc là, c'est ce terme-là qui s'annule. Et sachant à partir de l'équation du premier principe pour un système ouvert, delta H égale QW, et comme ici on ne fournit pas un travail, le travail sur le système bien échangé à la frontière entre le système et le milieu extérieur est nul, donc c'est 0. Donc on déduit que la quantité de chaleur fournie au système est complètement transférée sous forme d'enthalpie dans le système. Et là, on a une autre définition de la quantité de chaleur.
on a vu dans les systèmes fermés que lors d'un travail nul échangé, bien un travail échangé nul entre le système lumineux extérieur, ben, la quantité de chaleur égale la différence de l'énergie interne. C'est-à-dire la quantité de chaleur fournie, elle est complètement transformée en énergie interne dans le système. Maintenant, dans les systèmes ouverts, si le travail échangé entre le milieu extérieur et le système est nul, la quantité de chaleur fournie est complètement transformée en enthalpie dans le système. Inversement, si on refroidit le système, c'est-à-dire on extrait de l'enthalpie du système et en la transformant en quantité de chaleur dissipée à l'extérieur. Donc par définition, on définit que donc, cette chaleur, en fait, c'est la définition même de la chaleur spécifique. Donc Q, en fait, c'est la chaleur, ou bien la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau pour mener sa température de 14,5 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. C'est l'expérience de référence ici. Pareil, pour monter à de 25 à 26, on doit fournir 4,1855 kJ. Donc c'est pour ça qu'on voyait que les différences sont très négligeables. Là, on est au troisième chiffre. Après la virgule, donc on prend approximativement la chaleur spécifique de l'eau, toujours des 14,18. Et l'expérience de référence, elle est entre 14,5 et 15,5 degrés Celsius. Donc on considère que cette valeur-là a 25 degrés Celsius et 4,18. Donc la chaleur qu'on fournit à un système ouvert à pression constante se transforme en enthalpie. Maintenant, si on regarde comment on calcule l'enthalpie d'un fluide réel, on considère de transformation d'un kilogramme d'eau. La première, elle est isobare. P1 égale P2 et T2 égale T1, c'est-à-dire là on fait un chauffage avec la différence de température est de 1 Kelvin. Là on a un chauffage isobare. La deuxième transformation, elle est isotherme, donc T2 égale T1 et P2 égale supérieur à P1, donc c'est une compression. Et la différence de pression, P2 moins P1, on la considère égale 1 bar, donc en Pascal 10 puissance 5. Maintenant, si on applique la différence d'enthalpie de cette transformation, la première et la deuxième, donc pour la première, on a une transformation isobare, donc la variation d'enthalpie est résumée en m fois Cp fois delta T, donc en multipliant, on obtient 4180 joules. Pour le deuxième, pour la transformation isotherme, donc la variation d'enthalpie égale V delta P, donc on peut écrire le volume en produit, la masse multipliée par le volume spécifique, fois la différence de pression. Et comme le volume spécifique c'est l'inverse de la masse volumique, donc on obtient 1 sur 1000, donc 1 multiplié 1 sur 1000, donc ça donne 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 5, et on obtient la différence d'enthalpie égale 100 joules. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que l'énergie, la variation d'enthalpie, ici 100 joules pour une transformation isotherme, est très faible par rapport à la variation d'enthalpie pour une transformation isobare. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Ici, l'influence de la pression, elle est très faible, et l'influence de la température, elle est très importante pour les liquides. Donc l'enthalpie des liquides dépend très peu aussi de la pression. Maintenant, si on se place dans un mélange liquide-vapeur,
Là, on est à l'état de saturation, enthalpie. On essaie de calculer l'enthalpie d'un mélange liquide bouillant et vapeur saturante. On rappelle que la masse du mélange, si vous vous souvenez du diagramme de Clapeyron, on reprend la cloche, là on a le point critique, là on a la pression et là on a le volume spécifique. Et donc on a cet isotherme. Donc on se place ici. Donc on va essayer de chercher la masse du mélange. Alors c'est la masse du liquide plus la masse de la vapeur qui est donnée par le produit X1 moins XV. XV c'est le titre de vapeur multiplié par la masse du mélange plus XV multiplié par la masse du mélange. Ah, ça c'est un petit rappel. De même, on peut écrire l'enthalpie du mélange. C'est la somme de l'enthalpie de la vapeur. Donc toujours on est là. Hein. Donc on est dans ce domaine-là de liquide vapeur en équilibre. Donc c'est la masse de l'enthalpie de la vapeur plus l'enthalpie du liquide. On la met sous la forme spécifique, donc l'enthalpie là en vapeur en joule, on l'écrit la masse de la vapeur multipliée par l'enthalpie spécifique de la vapeur plus la masse du liquide multipliée par l'enthalpie spécifique du liquide. Et c'est en nous remplaçant, donc la masse de la vapeur elle est simplement égale à le titre de vapeur multiplié par la masse du mélange et la masse du liquide, elle est remplacée par 1 moins XV multiplié par la masse du mélange. On sort la masse du mélange en facteur. Il nous reste XV multiplié par l'enthalpie spécifique de la vapeur plus 1 moins XV multiplié par l'enthalpie spécifique du liquide. Et comme l'enthalpie du mélange aussi, on peut l'écrire comme le produit masse du mélange multiplié par l'enthalpie spécifique du mélange. Et donc, on peut déduire que l'enthalpie spécifique du mélange égale au produit du titre de vapeur multiplié par l'enthalpie spécifique de la vapeur plus moins XV fois l'enthalpie spécifique du liquide. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que en fait c'est la même forme. Vous voyez que là par exemple pour la masse du mélange, c'est 1 moins XV multiplié par la masse du mélange et la XV multiplié par la masse du mélange. Là pour l'enthalpie spécifique du mélange, c'est XV multiplié par l'enthalpie spécifique de la vapeur plus 1 moins XV multiplié par l'enthalpie spécifique du liquide. Donc c'est l'unité en joules par Kelvin. Et là, pour rappel que l'enthalpie en majuscule, c'est en joules. On rappelle que comme LV c'est l'enthalpie de vaporisation, c'est l'énergie qu'il faut pour vaporiser un liquide à l'état de saturation, est donnée par HV moins HL. Donc c'est l'enthalpie de vaporisation. C'est une enthalpie spécifique, pareil, et c'est le résultat de l'enthalpie spécifique de la vapeur moins l'enthalpie spécifique du liquide. On en déduit la relation l'enthalpie spécifique du mélange égale l'enthalpie spécifique du liquide plus XV multiplié par la chaleur latente de vaporisation. Alors, la chaleur latente de vaporisation, on la définit quoi? C'est l'énergie. Hein, c'est l'énergie qu'il faut pour vaporiser un liquide, 1 kg
d'un liquide qui se trouve déjà dans un état de saturation. Donc, on l'a défini. Donc, l'enthalpie de changement d'état, ou bien la chaleur latente de vaporisation. LV, son unité, elle est joule par Kelvin, joule par kilogramme, ou bien joule par mol. Donc, la chaleur latente de vaporisation LV représente la quantité de chaleur à fournir à 1 kg de liquide bouillant pour le vaporiser entièrement à pression constante en vapeur saturante. Donc si on reprend notre tableau qu'on a utilisé, donc si on prend l'état de saturation à 25 degrés Celsius, on reconnaît la pression de vapeur saturante, ici, en ellipse, encadré par une ellipse, qui est 3,169 kPa. On reconnaît l'autre colonne concernant les volumes massiques. Et pour déterminer les enthalpies spécifiques, vous voyez que cette colonne utilise pour l'enthalpie spécifique. Et regardez, l'unité elle est donnée en kilojoules par kilogramme. Et à ce stade de saturation, ici, là, cette colonne elle est scindée en trois. La première, elle donne l'enthalpie spécifique du liquide saturé, le HL, et pour 25 degrés, l'enthalpie spécifique elle est de 104,89 kJ par kilogramme. L'autre colonne, elle donne l'enthalpie spécifique de la vapeur saturante, qui est égale à 2547,2 kJ par kilogramme. Et maintenant, la chaleur latente de vaporisation, c'est aussi une enthalpie spécifique, hein, et elle est au milieu. Et c'est la différence entre, si on fait la différence de 2547,2 moins 104,89, on obtient la valeur de 2442,3 kJ par kilogramme. On peut déduire la chaleur latente de condensation qui est égale moins élevée, c'est-à-dire c'est la quantité de chaleur qui est dissipée vers le milieu extérieur si on condense 1 kg de vapeur saturante. C'est moins élevé. C'est aussi une enthalpie spécifique. On définit aussi la chaleur latente de fusion, qui est aussi une enthalpie spécifique. Et c'est l'énergie qu'il faut pour fondre 1 kg de solide lorsqu'il se trouve dans l'état de saturation. Et elle est égale à la chaleur, à l'enthalpie spécifique du liquide saturé moins l'enthalpie spécifique du solide saturé. Pour rappel, si on reprend le diagramme des phases, là on reconnaît le domaine liquide vapeur et là on reconnaît le domaine liquide solide. Il s'agit bien de ce domaine-là dont on parle. Prenons un exemple, c'est l'état d'équilibre liquide-vapeur à 25 degrés. Le titre de vapeur est de 0,5. Donc la température de 25, la pression de vapeur saturante 3,169 kPa. Donc on reprend, si on veut calculer l'enthalpie spécifique du mélange, donc qui est donné par XV multiplié par HV plus 1 moins XV multiplié par HL. Donc nous remplaçons les valeurs, donc XV 0,5. Nous allons chercher la chaleur latente de vaporisation, cette valeur-là, plus 1 moins 0,5 multiplié par la chaleur spécifique du liquide qui se trouve ici, et qui sont 4,89, et on obtient
Après calcul, la valeur 2326,04 kJ par kilogramme. Ça, c'est l'enthalpie spécifique du mélange. Ou bien, en appliquant la relation, la chaleur spécifique du liquide plus XV plus la chaleur latente de vaporisation. Donc, c'est la chaleur spécifique du liquide, 104, plus XV 0,5, plus la chaleur latente de vaporisation, 2442,3, et on obtient la même valeur de 1326,04 kJ par kilogramme. Alors, vous pouvez aussi remarquer qu'il y a une autre colonne concernant l'énergie interne. Pareil, c'est une énergie interne spécifique à l'état de saturation. On a le domaine de la vapeur saturante, le domaine du liquide saturé, et qu'est-ce qu'on a au milieu? C'est l'énergie interne. C'est l'énergie interne latente de vaporisation. On appelle UL. Là, c'est HL. Ou bien, comme je l'ai mentionné ici, là on l'écrit LV. C'est mieux. Et là, c'est l'énergie interne latente de vaporisation. Alors, il faudra mieux faire une remarque ici. L'énergie qu'on doit fournir pour changer l'état d'un liquide entièrement vers la vapeur, ou bien de la vapeur vers le liquide, c'est cette enthalpie, et non cette énergie interne. Donc l'énergie réelle qu'on doit fournir de l'extérieur, elle est équivalente à l'enthalpie spécifique et non à l'énergie interne. Cette énergie interne spécifique latente de vaporisation, elle peut être utilisée dans d'autres calculs qui concernent les systèmes fermés. D'accord. Donc maintenant, si la masse est de 1 kg, l'énergie fournie pour ramener le titre de vapeur à XV égale 1, c'est pour le vaporiser entièrement. Donc, regardez. Donc là, on peut calculer l'énergie que doit fournir l'expérimentateur de l'extérieur, qui est égale à l'enthalpie absolue du mélange et qui est égale à la masse multipliée par l'enthalpie spécifique. Donc on doit fournir 1326,04 joules. Pour vaporiser entièrement le liquide de 0,5 à 1. Maintenant, concernant la chaleur latente de fusion, on fait un chauffage d'un liquide à pression constante dans lequel on immerge de la glace. Donc vous voyez bien que là, toujours on est dans un système type système ouvert. La pression, elle est équivalente à la pression atmosphérique. On considère un liquide à 0 degré Celsius et on met de la glace, pareil, à 0 degré Celsius. Donc pour fondre, donc on doit fournir de l'énergie, une quantité de chaleur. Donc si on remarque bien que la transformation solide-liquide se fait à température à pression constante, c'est un changement de phase. Et pour une transformation isobare, pour un système ouvert, donc on ne fournit pas aussi du travail du milieu extérieur, donc le travail échangé de l'extérieur est nul. Donc on a ça. Et comme la transformation est isobare, donc ce terme s'annule. Donc on peut déduire que la quantité d'énergie, ou bien la quantité de chaleur fournie au système pour fusionner l'eau solide, elle est transformée complètement en enthalpie.
Donc on peut déduire que la chaleur latente de fusion représente la quantité de chaleur à fournir à 1 kg de solide saturé pour le fusionner entièrement à pression constante en vapeur saturante. Et comme on l'avait mentionné précédemment, donc l'enthalpie, la différence d'enthalpie, bien cette quantité de chaleur égale M multiplié la chaleur latente de fusion, c'est une enthalpie spécifique, et qui est équivalente à la différence entre l'enthalpie du liquide moins l'enthalpie du solide. Donc je dois corriger, je vais mettre un moins ici et un plus ici. L'inverse, si on prend l'inverse, donc si on a Q égale moins L fusion, donc là, ce n'est pas de la fusion, mais on fait de la solidification. C'est la transformation inverse de la fusion. Donc pour solidifier un liquide, donc il y a une chaleur qui est dissipée vers le milieu extérieur et cette chaleur elle est égale à moins L fusion. Donc la quantité de chaleur qui absorbe la glace et la chaleur latente de fusion. Il y a d'autres types de diagrammes thermodynamiques qui facilitent l'exploitation de ces résultats. Parmi ces diagrammes, c'est le diagramme enthalpie spécifique température. Donc vous voyez bien ici, c'est l'enthalpie et en abscisse la température. Ça fonctionne pareil comme le diagramme de Clapeyron. Si vous vous souvenez bien que Clapeyron, on a la pression pour les ordonnées et le volume spécifique pour les abscisses. Alors, là, on a l'enthalpie et on a la température. Et notre courbe de saturation, elle est de cette forme. Regardez, elle prend cette forme-là. On retrouve bien le point critique. On a à l'intérieur le domaine liquide vapeur. Alors, comment on reconnaît les domaines vapeur surchauffée et liquide sous bouillon? C'est simple, c'est en regardant le sens croissant de l'enthalpie et en connaissant que l'enthalpie de la vapeur est toujours supérieure à l'enthalpie du liquide. Donc là, logiquement, en bas, on se retrouve vers le domaine du liquide sous bouillon et au-dessus, dans le domaine de la vapeur surchauffée. Alors, elle contient cette courbe, les mêmes courbes caractéristiques que celles qui se trouvent dans le diagramme de Clapeyron. Alors, en rouge, on a la courbe isobare. Donc, si nous faisons une transformation isobare, donc tout au long de cette courbe, la pression elle est constante. On a la courbe droite, c'est l'isotherme. Tout au long de ce. Et vous voyez bien que dans le domaine de saturation, l'isotherme et l'isobare sont confondus. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour un changement de phase d'un corps pur, la température et la pression sont constantes. La droite horizontale correspond à ce qu'on appelle les enthalpes. Donc tout au long de cette courbe, sur cette courbe, l'enthalpie reste constante. Et donc là, vous voyez bien qu'on est
cette partie, c'est la courbe du liquide bouillant. Et la courbe verte ici, c'est la courbe de la vapeur saturante. Alors on va faire une petite démonstration en calculant l'enthalpie de notre système à différents points d'une transformation thermodynamique. Donc la transformation thermodynamique concernant cet exemple est le chauffage isobar de l'état A. L'état A, c'est le liquide sous-bouillant, jusqu'à l'état B, la vapeur surchauffée, tout en suivant une transformation isobar. Donc nous commençons par la transformation AL, donc l'isobar, vous le remarquez ici à la courbe rouge. Donc cette transformation de A à L, et donc l'enthalpie à n'importe quel état X se trouvant entre A et L se calcule de la façon suivante, sachant que c'est une transformation isobar, donc la variation d'enthalpie spécifique, on enlève le M ou bien le nombre de moles, c'est l'enthalpie spécifique, regardez, là, c'est la chaleur spécifique du liquide multipliée par la différence de température. Et cette enthalpie spécifique, c'est l'enthalpie à l'état X moins l'enthalpie à l'état A. Donc on peut déduire que l'enthalpie spécifique à l'état X égale à l'enthalpie spécifique à l'état A plus l'énergie qu'il faut pour augmenter la température du système d'une température θA à θX. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin déjà d'une valeur d'une enthalpie de départ. Maintenant, pour calculer l'enthalpie spécifique du liquide bouillant, donc c'est le point ici, liquide saturé, regardez, XV égale 0, on a un liquide saturé, on reprend, c'est l'enthalpie du liquide bouillant égale l'enthalpie du liquide sous-bouillant à l'état A plus la chaleur spécifique du liquide multipliée par la différence de température, la température à l'état L moins la température à l'état A. Et la température à l'état L, c'est la température d'ébullition parce qu'on est dans l'état de saturation. Et donc l'enthalpie spécifique à l'état de saturation, c'est l'enthalpie spécifique de départ L plus l'énergie qu'il faut pour augmenter la température du liquide sous-bouillant de sa température θA jusqu'à la température d'ébullition. Donc θ ébullition moins θA. Maintenant, on calcule l'enthalpie dans le domaine liquide-vapeur, donc de L à V. Donc l'enthalpie spécifique d'un état Y, n'importe quel état Y se retrouvant entre l'état L et l'état V, c'est l'enthalpie. Donc toujours on commence de cette valeur-là, et cette valeur-là, cette énergie, de l'état L, elle est prise de là. Donc HL plus Cp liquide est multiplié par θ ébullition moins θA, plus on rajoute l'énergie qu'il faut pour ramener le liquide saturé ou bien le liquide bouillant de son état de saturation
à l'état Y. Et cette énergie, elle est égale, on l'a vu, c'est XV, le titre de vapeur, multiplié par la chaleur latente de vaporisation. Maintenant, c'est Y se retrouve dans l'état V, s'il s'avère que Y c'est la vapeur saturante, donc XV dans ce cas égale 1, et on obtient l'enthalpie de la vapeur saturante égale l'enthalpie AA, liquide sous-bouillant, plus l'énergie nécessaire pour faire monter la température du liquide sous-bouillant jusqu'à la température d'ébullition, plus l'énergie nécessaire pour vaporiser tout le liquide saturé et le ramener à un état de vapeur saturante. Donc, vous voyez bien que c'est une somme d'énergie. À chaque fois, on rajoute une énergie. La première énergie, pour monter une température jusqu'à la température de changement de phase, c'est celle-ci, E11 plus E2. Ça, c'est une enthalpie spécifique de référence, plus une autre énergie pour faire vaporiser le liquide saturé. Maintenant, pour ramener la vapeur saturante de l'état V à l'état de vapeur surchauffée à l'état Z, n'importe quel état Z, donc on a la différence d'enthalpie entre Z et V égale, on le sait, c'est la chaleur spécifique de la vapeur multipliée par la différence de température de l'état Z, ici, qu'on a θ Z. Et comme la température de la vapeur saturante, c'est la même température d'ébullition, donc la différence de l'enthalpie entre l'état Z de la vapeur surchauffée moins l'enthalpie spécifique de la vapeur saturante égale la chaleur spécifique de la vapeur multipliée par la différence, la température de la vapeur surchauffée moins la température d'ébullition. Et vous remarquez ici qu'on a changé de liquide à vapeur. On sait que pour les liquides et les solides, CV égale CP. Seulement pour les solides et les liquides. Mais pour les vapeurs, d'accord, on doit préciser vapeur, liquide et solide. D'accord. Donc c'est une autre valeur. Donc la chaleur spécifique de la vapeur est différente de la chaleur spécifique du liquide. Et on remplace, on connaît de l'expression précédente ici en couleur verte, l'enthalpie spécifique de la vapeur saturante qui égale l'enthalpie spécifique de A plus l'énergie qu'il faut pour ramener de A au liquide saturé, plus élever l'énergie nécessaire pour vaporiser le liquide jusqu'à la vapeur saturante, plus l'énergie nécessaire pour augmenter la température de la vapeur, de la température d'ébullition jusqu'à la température de la vapeur surchauffée. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que toutes ces enthalpies sont définies par rapport à une enthalpie du point A. Donc, on a toujours besoin de fixer une valeur de départ. D'ailleurs, on avait expliqué que l'enthalpie, c'est une différentielle exacte. Pareil pour l'énergie interne. Donc, ce point de départ,
on appelle autrement l'état de référence qu'on définit comme suit. Donc les enthalpies de tous les corps se calculent à partir d'un état de référence. Donc on doit toujours fixer une première valeur pour calculer les autres valeurs et qui dépendent, vous avez remarqué, de la température et de la pression. Dans l'exemple précédent, on a fixé la pression, mais on peut refaire le même exemple en considérant que la pression varie. Donc cet état de référence est défini par une température de référence, par une pression de référence, par l'état ou la phase sous laquelle se trouve le corps et par la valeur de l'enthalpie de cet état. Alors, nous prenons un exemple pour illustrer. Donc, on peut considérer que la température de référence est de 0 degré Celsius, que la pression de référence est la pression atmosphérique et que l'état de référence dans lequel se trouve la matière, dans notre cas eau, c'est le liquide, et on considère que l'enthalpie spécifique, ici c'est l'enthalpie spécifique de ce liquide à 0 degré Celsius et à pression atmosphérique égale 0 joule par Kelvin. Ça peut être notre enthalpie au point A. Et donc tous les autres enthalpies dans les autres domaines de température et de pression peuvent être calculées en appliquant les formules précédentes et en utilisant cette valeur-là. C'est une hypothèse. Donc vous voyez bien que c'est une théorie. On suppose que par exemple c'est 0. L'état standard, désigné par le symbole 0, c'est un exposant. Il est défini par deux valeurs qui est 25 degrés Celsius et la pression atmosphérique. Donc la valeur, l'enthalpie par exemple du liquide est 0 dans l'état de référence de 0 degrés Celsius et une atmosphère. Et donc pour calculer l'enthalpie spécifique à l'état standard, vous avez compris que c'est 0 plus Cp du liquide multiplié par 25 degrés moins 0. Donc ça donne l'enthalpie du liquide à l'état standard. Et on écrit HL exposant 0. Donc si vous retrouvez dans la littérature cet exposant, c'est dans l'état standard. Si on utilise cet état de référence, donc si on revient aux expressions précédentes, on obtient les valeurs suivantes. Donc le liquide, l'enthalpie spécifique de n'importe quel point se trouvant dans l'état de liquide sous-bouillant, c'est Cp fois liquide fois θ, liquide bouillant, donc on remplace θ par la température d'ébullition. Hein, tout à l'heure on avait ça, hein, θ de référence. Pareil ici, on a θ de référence, et comme on a choisi la température de référence égale à 0 degré Celsius, donc on obtient seulement θ. Ça, c'est dans notre exemple, et dans la littérature, on peut trouver plusieurs états de référence. Donc, il faudra faire attention quand vous allez chercher des valeurs dans les tableaux, hein, les tableaux de l'eau, bien dans les tableaux d'autres corps simples, bien composés. Il faut bien toujours regarder, vérifier quel état de référence a été utilisé. Ou bien, est-ce que les valeurs-là dans les tableaux sont des valeurs dans l'état standard?
standard, c'est fixé par la norme ISO, c'est 25 degrés, une atmosphère. Cet état standardisé, c'est uniformisé, ça permet d'utiliser les valeurs dans les calculs pratiques pour les ingénieurs. On peut utiliser sans avoir peur d'avoir de faux résultats. Donc ça permet d'uniformiser les résultats. Alors, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le diagramme enthalpie température théorique. Là, vous avez par exemple sur le diagramme enthalpie théorique, enthalpie température de l'air humide utilisé pour le dimensionnement, bien pour l'étude de l'air humide. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc là, on a, regardez l'axe, ici c'est l'enthalpie spécifique, et c'est de l'air sec. Et vous remarquez que ici c'est marqué kilojoules par kilogramme. Sur l'axe des abscisses, on a la température en degrés Celsius. Et là, on a l'humidité spécifique donnée par kilogramme, kilogramme d'humidité par kilogramme d'air sec. Une autre forme de chaleur, qui est la chaleur de combustion, prend aussi le sens de l'enthalpie spécifique. Donc, pour fondre la glace, on doit fournir cette chaleur latente de fusion, et cette chaleur égale la masse de la glace multipliée par cette chaleur latente de fusion. Et donc, cette chaleur Q, on l'apporte, bien on la fournit, en brûlant un combustible. Par exemple, ici, on a pris le cas de l'essence. Ça peut être du gaz, ou bien du pétrole, ou bien du charbon, ou bien une source d'énergétique différente. Et cette chaleur de combustion QC, elle est égale à la masse du combustible, ici l'essence, fois L combustion. Alors, L combustion, c'est quoi? C'est une enthalpie spécifique. Son unité, c'est joule par kilogramme ou bien par mol. Elle est équivalente à une enthalpie spécifique. Alors on peut l'appeler chaleur de combustion, enthalpie de combustion. C'est H, hein, donc c'est la chaleur de combustion, ou bien c'est l'enthalpie spécifique de combustion, ou bien on peut l'appeler aussi PCI, pouvoir calorifique inférieur, ou bien PCS, pouvoir calorifique supérieur. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc quand on lit chaleur de combustion, enthalpie de combustion, ou bien PCI, ou bien PCS, il s'agit bien de ce terme-là, donné en joules par kilogramme. Donc c'est aussi une autre forme d'enthalpie. Alors cette valeur, on la retrouve aussi dans les tables qui donnent l'enthalpie de combustion de tous les sources d'énergie existantes. Vous pouvez chercher, vous trouvez celle du bois, par exemple, de l'essence, du pétrole, du charbon, du gaz naturel, et bien évidemment, elle dépend des éléments qui forment ces matières-là. Ça veut dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le chlore, ça peut être
aussi le fluor, d'accord, ainsi de suite. Donc la chaleur de combustion par unité de masse est une forme d'enthalpie. Elle est appelée enthalpie de combustion, pouvoir calorifique, désignée comme L Combes ou delta H Combes, donné en joules par kilogramme ou en joule par mol. Pardon, ici, c'est des erreurs de joule par mol. Et donc, la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température du bain, là on a un bain, de delta T, donc mCp delta T égale, c'est la quantité totale de chaleur moins QL, la quantité de chaleur totale apportée au bain, c'est celle-ci, moins la chaleur nécessaire pour faire fondre 1 kg de glace. En d'autres termes, si nous fournissons une quantité de chaleur QC, ben une partie elle va être utilisée pour fondre la glace qui est QL, sachant que QL c'est M la glace fois L fusion, et une partie elle va être utilisée pour, s'il y a une énergie qui reste, elle va être utilisée pour élever la température du bain de 0 degré Celsius à T. Et donc, cette quantité de chaleur, on va l'appeler Q', elle est égale à quoi? Elle est égale à, c'est la masse de la glace qui est fondue en eau, plus la masse initiale de l'eau qui se retrouve initialement. Donc là, on a, c'est la masse de l'eau. Et là, c'est la masse de la glace. D'accord? Multiplié par Cp fois la température θ, d'accord? Moins 0 degré Celsius. Et donc cette quantité totale, qu'on peut, c'est la quantité dégagée de la combustion, égale la quantité de chaleur qui va fondre la glace, et le reste, il va augmenter la température de 0 degré Celsius à la température donnée θ qu'on peut mesurer. Donc on peut retrouver cet exemple dans l'ETP 3 qui est proposé comme un matériel supplémentaire à ce cours pour le calcul de la chaleur latente de fusion de la glace ou bien de l'eau en forme solide. Alors, il y a d'autres formes de diagrammes enthalpiques. Tout à l'heure, on a présenté le diagramme enthalpie-température. Là, on présente le diagramme pression-enthalpie spécifique, et qui est appelé le diagramme des frigoristes, et qui est utilisé pour étudier les transformations liquide-vapeur des gaz utilisés dans les systèmes frigorifiques, tels que les frigos, les pompes à chaleur, les climatiseurs, etc. Donc pareil, c'est la même structure. Donc vous trouvez ici la courbe de saturation, le point critique. Ici on regarde le sens croissant de l'enthalpie. Là on a de la vapeur surchauffée. On avait dit que l'enthalpie de la vapeur surchauffée est supérieure à l'enthalpie du liquide sous bouillon. D'accord? On a le domaine liquide-vapeur.
la courbe du liquide saturé, la courbe de la vapeur saturante. L'isotherme, il est donné par la courbe rouge. L'isobare, c'est la courbe horizontale. Et l'isenthalpe, c'est la courbe verticale. Donc vous remarquez aussi que l'isotherme est confondu avec l'isobare dans le domaine liquide-vapeur. Et là, vous avez les isotitres. Là, on prend XV. Dans cette diapositive, on représente un diagramme réel des frégoristes, pression enthalpie spécifique, d'un fluide, ce qu'on appelle le R600, c'est l'effrayant utilisé c'est des gaz utilisés dans les systèmes de refroidissement tels que les frigos, les climatiseurs, les pompes à chaleur. Donc vous pouvez voir si vous allez dans les quincailleries ou bien chez les plombiers en fait qui remplissent, euh, euh, qui fournissent le gaz pour les climatiseurs. Vous pouvez remarquer dans la bouteille qu'ils ramènent avec eux la référence du gaz et vous pouvez voir R600, certains chiffres, c'est des références pour certains gaz. Alors si on lit notre diagramme, donc vous voyez ici c'est la pression donnée en barre. En bas c'est l'enthalpie sur l'axe des abscisses. Vers le bas c'est l'enthalpie spécifique en kJ par kilogramme, donnée ici. En bleu, on va passer, et juste au-dessus, vous avez X, c'est le titre en vapeur. En rouge, c'est l'isotherme. Vous remarquez que si je prends par exemple cette valeur-là, 60 degrés, elle est horizontale confondue avec l'isobare dans le domaine liquide-vapeur, et juste, elle redescend dans le domaine de la vapeur surchauffée. Là, vous remarquez la courbe de saturation. En vert, vous avez les valeurs des volumes spécifiques. D'accord? Donc, si on prend n'importe quelle valeur, par exemple, si on retrouve ici, dans ce point-là, donc on est dans le cas d'un liquide saturé à 50 degrés, et le domaine de saturation pour le frayant, c'est 5 bars, et donc l'enthalpie spécifique, donc je dois projeter verticalement, donc ma projection n'est pas parfaite, donc on obtient cette valeur-là de l'enthalpie spécifique. Maintenant, si on cherche, si on nous dit à cette pression de 5 bars et pour un titre de vapeur de 0,5, donc là, on est là, et donc on doit projeter à 0,5 et on projette, on obtient quoi? C'est l'enthalpie spécifique du mélange. Parce qu'on a ici un mélange liquide plus vapeur. Contrairement à cet état-là, on a de l'enthalpie spécifique du liquide saturé. Donc l'utilisation des courbes, c'est aussi une façon très simple d'utiliser, de faire des calculs. Elle ressemble aussi, elle est pareille que les tableaux, mais c'est un moyen plus rapide, mais moins précis. Hein, parce que là, on doit projeter, c'est moins précis. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent aussi de faire des calculs plus précis. Donc, on a synthétisé, résumé tous ces diagrammes et tous les tableaux dans des logiciels qui permettent d'avoir des valeurs numériques plus précises. Donc, c'est l'ère de le numérique. Donc, avant, on utilisait des papiers comme ça, hein, et on projetait tout simplement avec des règles et avec du stylo pour chercher la valeur correspondante. Maintenant, on peut le faire sur des logiciels pour avoir des valeurs plus précises.